bonsoir et bienvenue sur Live TV. Nous sommes de retour, c'est Face à la Côte d'Ivoire, vous le savez, sur la télé sans filtre. Une fois par mois, nous recevons ici même des personnalités pour parler justement de l'actualité politique de notre pays, pour parler de la marche de notre pays vers le progrès, comme diraient les pères fondateurs. Nous sommes extrêmement heureux d'être avec vous. Alors, eux, on les a quittés l'année dernière, alors qu'ils sortaient d'une séquence assez solide d'un point de vue politique. Tout a commencé un peu plus tôt au début de l'année, mais le 17 juin, la Côte d'Ivoire était comme en ébullition avec le retour du président Laurent Gbagbo. Les choses se sont accélérées avec la création d'un parti politique, le PPACI. On n'oublie pas évidemment la rupture d'avec leurs anciens compagnons. Le PPACI a été créé et puis on s'est bien demandé quel serait le choix du président Laurent Gbagbo pour animer ce nouveau grand parti, cette nouvelle idée à gauche. Et finalement, le président Laurent Gbagbo a fait ses choix et ce sont quelques-uns de ses fidèles qui ont été choisis. Aujourd'hui, ce soir, nous recevons un ici même. Il occupe une responsabilité très importante. Il est président exécutif du PPACI et nous sommes très heureux de recevoir le président Hubert Oulaye. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment allez-vous ? Comme on le dit, par la grâce de Dieu, je vais bien. 100 jours, c'est vraiment le temps qu'il a fallu entre la création et aujourd'hui pour vous recevoir à nouveau sur Live TV. Et comme toujours, je suis toujours très heureux d'être accompagné de Toussaint Alain. Toussaint Alain, bonsoir. Bonsoir André. Voilà. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Alors, vous le savez, cette émission est conçue de sorte à ce que nous nous disions les choses directement. Et pour commencer, c'est bien sûr l'instant franc-parler que nous accueillons maintenant. Et l'instant franc-parler, Monsieur le Président, ne démarre pas sans que nous vous introduisions dans une question d'actualité, vraiment, j'allais dire, d'actualité imminente. Merci André. Monsieur le Président, la semaine a été marquée par des bruits de bottes au Burkina Faso, avec la prise du pouvoir par des militaires, ce qui semble marquer l'échec d'un gouvernement civil élu démocratiquement. Comment réagissez-vous à cette nouvelle situation ? Écoutez, la sous-région est frappée depuis 4 années par des coups d'État à répétition. Nous étions dans la situation au Mali qui a connu ces dernières semaines une évolution inattendue avec les sanctions qui ont été décidées par la CEDEAO. Nous en étions là lorsque, au Burkina Faso, un autre coup d'État est intervenu, mettant fin à un gouvernement démocratiquement élu. Alors évidemment, pour l'homme politique que je suis, les questions se bousculent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce les gouvernements civils qui ne tiennent pas la route, ou bien est-ce les gouvernements, ou plutôt les juntes militaires, qui ont tellement soif de pouvoir qu'elles mettent fin prématurément au mandat des civils? Votre réponse alors? Ma réponse, elle ne peut pas être totalement, j'allais dire, nette, parce que nous sommes en train de nous interroger sur les causes. Monsieur le Président, permettez-moi comme ça de vous couper, parce que franchement, vous êtes, j'allais dire, un des fidèles de la gauche, un des premiers compagnons de Laurent Gbagbo, et la conquête du pouvoir par les urnes. Donc vous voir hésiter face à une junte qui prend le pouvoir, il y a de quoi s'interroger. Non, je vous dirai tout de suite. L'homme politique de gauche que je suis, le PPACI, dont je suis un responsable, condamne tous les coups d'État. Très bien. Quelles qu'en soient les raisons. Mais je vous ai dit, qu'est-ce qui se passe pour que nous assistions à une répétition de coups d'État
Et dans cette zone qui, tout le monde le sait, connaît depuis un certain nombre d'années une situation sécuritaire véritablement difficile. Mon hésitation, hein, ce n'est pas sur le principe des coups d'État que je condamne. Très bien. Voilà. Mais pourquoi y a-t-il des coups d'État? Est-ce lié à l'incapacité des gouvernements civils? Nous avons vu récemment au Mali le peuple malien soutenir les propositions de la junte de gouverner encore, de mener encore une transition militaire pendant 5 ans, alors que c'était au mois de février, ce mois de février prochain, qu'une élection devrait se dérouler pour qu'un gouvernement civil prenne, n'est-ce pas, les rênes de l'État. Mais vous voyez bien que vous avez une transition militaire qui est soutenue par le peuple malien. Alors, on s'interroge. Peut-être une partie du peuple, on peut dire voilà. Ce qu'on a dit, tout le peuple malien est d'accord avec ça. Bien, je peux vous le concéder. Une partie du peuple, n'est-ce pas? Mais c'est quand même quelque chose. Le peuple malien est, comme le peuple ivoirien, un adepte de la démocratie. Les gouvernements au Mali se succèdent par la voie démocratique. Et voir un peuple, n'est-ce pas, soutenir une junte militaire dans des propositions qu'on aurait pu considérer comme étant excessives, eh bien, il y a de quoi s'interroger. Est-ce que, justement, cela n'est-il pas le résultat du désenchantement des populations face aux promesses nombreuses faites par 3 dirigeants qui ont eu la particularité d'appartenir au camp socialiste? On a eu Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Alpha Condé en Guinée, qui a été renversé il y a quelques mois, et Roch Marc Kaboré. Est-ce que vous n'avez pas observé que vos amis, sans doute, n'ont pas pris la mesure des attentes des populations et fait des promesses, et à l'épreuve du pouvoir, voici l'échec qui se produit sous couvert de la situation sécuritaire? Mais je ne crois pas que votre analyse soit la bonne. Voyez-vous, dans les différents cas, il y a des distinguos à faire. En Guinée, c'était un 3e mandat contesté que nous n'avons pas soutenu. Comme en Côte Tout d'Ivoire comme aussi. en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas soutenu le 3e mandat que nous avons jugé inconstitutionnel. Au Mali, c'est le 2e coup d'État, n'est-ce pas, qui est intervenu depuis un certain temps. Et puis, récemment, au Burkina. Mais il ne s'agit pas, je ne crois pas. Vous avez vu, tout à l'heure, je disais que j'étais hésitant. Je me pose des questions. Et ce ne sont pas les programmes ou les actions des pouvoirs de gauche qui ont été installés qui sont ici en cause. Moi, je crois, en prenant le cas du Mali, qui est un cas symptomatique, cela fait plus de 10 ans que le Mali subit les assauts des djihadistes, et cela fait 10 ans également que le Mali bénéficie du soutien et des autres pays africains et de la communauté internationale pour mettre fin aux attaques djihadistes. À quel résultat sommes-nous parvenus? Nous sommes parvenus au résultat qu'aujourd'hui, près de 70% du territoire malien, n'est-ce pas, est sous la férule, n'est-ce pas, des djihadistes. Et pourtant, il s'agissait de gouvernements civils, soutenus par d'autres gouvernements africains et la communauté internationale. Mais là, il y a des questions qu'on peut se poser. Le terrorisme est-il plus fort que le gouvernement malien et la communauté internationale réunie? N'y a-t-il pas un problème véritable
qu'il faudrait, n'est-ce pas, identifier et combattre. Parce que 10 ans, avec la force Barkhane et la MINUSMA et tout cela, sans pouvoir arriver au bout, mais même mieux, vous avez le terrorisme qui avance, il y a un problème. Mais cela tient aussi à l'immensité du territoire malien, au fait que c'est une guerre asymétrique. On n'a pas forcément la maîtrise de ce qu'on combat. C'est mon point de vue. Je ne crois pas que ce soit l'immensité. Et puis les moyens. Je crois qu'il manque quelque part une volonté réelle de combattre le djihadisme. Et c'est pour cela qu'il faut aller peut-être plus loin dans la recherche de solutions et ne pas condamner aussi facilement, n'est-ce pas, la junte militaire qui a un programme, n'est-ce pas, de lutte contre le djihadisme. Là, vous répondez à la question des sanctions de la CEDEAO. Vous semblez donc ne pas être d'accord avec la CEDEAO. Mais une chose est sûre, vous conviendrez avec nous que la lutte contre le djihadisme a fait de mal à toute l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que juste après les Maliens, ce sont les ressortissants ouest-africains qui ont perdu le plus de soldats. Donc on ne peut pas dire que... Enfin, votre conclusion, ça ne peut pas être qu'on n'a pas mis les moyens, parce que la Côte d'Ivoire a perdu ses enfants, les Maliens, les Béninois, les Togolais. Donc, voyez-vous, c'est sûr que la question de la nature même de cette guerre y est pour beaucoup. Alors, moi, je veux comprendre vraiment votre analyse, finalement, et votre solution, avant qu'on passe vraiment à la vie de votre parti. Qu'est-ce que vous proposez, pour le coup, même si vous êtes en train de réfléchir? On attend que demain, vous pouvez être au gouvernement, enfin, aux affaires. Oui. On ne va pas réfléchir, il faut agir. Écoutez, je pense d'abord que la lutte contre le terrorisme relève, pour ce qui concerne la zone sous-régionale ouest-africaine, concerne tous les pays, n'est-ce pas, de la sous-région. Il n'y a pas un pays qui échappera à l'avancée du djihadisme si nous ne nous mettons pas ensemble. Voyez-vous, ne faisons pas comme celui qui pense que le voleur ayant attaqué la maison du voisin, lui, il est à l'abri. Mais non. La Côte d'Ivoire est déjà, avant même que le Burkina ne soit totalement envahi par la menace, par les avancées djihadistes, la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, est déjà attaqué. Très bien. Nous sommes concernés. Alors justement, le week-end dernier, le Premier ministre Hachi a lancé un programme d'insertion de près de 20 000 jeunes, solutions économiques et sociales face justement à cette montée du djihadisme dans le nord du pays. Votre sentiment? Il faut dévancer les choses, sinon il faut vite rattraper ce que nous n'avons pas fait, n'est-ce pas? Parce que les djihadistes, j'allais dire, capitalisent la pauvreté, n'est-ce pas, de nos populations pour faire des recrutements. Dans le Nord, si les jeunes sont sans activité, il est évident que si vous leur promettez de l'argent, et une moto, par exemple, ils monteront au chrono. C'est ça. Vous voyez bien. Les groupes djihadistes sont financés. Ils sont financés. Qui finance les djihadistes? On pense souvent que les djihadistes sont financés par certains pays arabes. Mais je crois que les Maliens n'ont plus aujourd'hui, n'est-ce pas, cette idée qui se focalise sur une seule zone. Ils pensent que certains des pays qui viennent pour aider à lutter contre le djihadisme ne sont pas totalement innocents dans la persistance du phénomène et dans son avancée. Très bien. Alors, juste d'un mot, il y a une dizaine de jours, à Bamako, les Maliens manifestaient en faveur de la junte. On a vu des Maliens brandir des drapeaux avec le PPACI, Laurent Gbagbo, etc. Comment est-ce que vous avez accueilli cette présence du PPACI dans la manifestation? Vous savez... Vous étiez informé? Ou bien est-ce que c'était la section malienne? Non, nous n'étions pas informés, nous n'avons pas encore de section malienne. D'accord. Nous étions même étonnés de voir, n'est-ce pas, cette banderole. Et Gbagbo avait raison, etc., etc. Bien, mais
Vous savez, nous avons, n'est-ce pas, fait une déclaration de soutien au peuple malien parce que nous avons vécu cette situation. Nous avons été ici sous embargo, nous avons connu des sanctions injustifiées, illégales, illégitimes. Le peuple a subi cela. En prime même, nous avions à l'époque, je m'en souviens, on nous avait imposé un embargo sur les médicaments. Quel était le but, n'est-ce pas, recherché par ceux qui avaient, n'est-ce pas, décidé de ces sanctions? On se pose des questions. Très bien. N'est-ce pas? Mais vous savez, comparaison n'est pas raison, mais bon, on pourra toujours revenir là-dessus. Oui. Une chose est sûre, vous êtes là, vous ne vous êtes pas implanté au Mali. Vous avez commencé à le faire en Côte d'Ivoire. Là, on va en parler pour comprendre justement où est-ce qu'en est le PPACI après 100 jours. Est-ce que vous êtes partout? On vous retrouve à Odiéné, à Korogo, à Boisson. Enfin, quelle est aujourd'hui, on va dire, la carte du PPACI en Côte d'Ivoire? Écoutez, en 100 jours, Oui. je ne pourrais pas vous donner une carte précise, exacte, n'est-ce pas, du PPACI en Côte d'Ivoire, mais ce que je peux vous dire, n'est-ce pas, c'est que le PPACI a commencé à envahir la Côte d'Ivoire. Et nous avons, dès la naissance du PPACI, décidé de porter cette information partout dans la Côte d'Ivoire. Le congrès, n'est-ce pas, constitutif a eu lieu le 16 octobre ici à Abidjan. Le PPACI est né. C'est vrai, les médias ont propagé l'information, mais nous avons décidé d'aller vers les populations, d'aller vers nos militants et de leur donner l'information de la naissance du PPACI, de ses caractéristiques. N'oublions pas que le PPACI émerge, n'est-ce pas, des cendres de l'ancien Front populaire ivoirien, avec lequel le président Laurent Gbagbo et nombre de ses partisans sont en rupture depuis le 9 août. Et nous sommes donc allés porter cette nouvelle. Nous l'avons fait du 18 décembre au 10 janvier. Au 10 janvier, n'est-ce pas? Nous avons fait cela. Et nous leur avons dit que le bébé est né, qu'il faut, n'est-ce pas, contribuer à son évolution, donc qu'il faut y adhérer, n'est-ce pas? On a donc expliqué, n'est-ce pas, notre philosophie, notre vision, et nos projets, n'est-ce pas? Et nous avons appelé à l'adhésion. Ok, alors tout à l'heure, André parlait de la question de la cartographie du parti pour savoir exactement son implantation. Nous sommes quand même un peu surpris que vous ne puissiez pas nous donner quelques précisions, puisqu'on avait parlé d'enveloppe vide. Donc logiquement, vous devriez avoir les militants sur l'ensemble du territoire. Moi, je vous dirai tout de suite que nous avons conservé le contenu de l'ancien Front populaire ivoirien. Nous avons toujours, n'est-ce pas, nos anciennes fédérations qui avaient, n'est-ce pas, pour ressort territorial les circonscriptions électorales, c'est-à-dire au moins les départements. Et donc, toutes ces structures anciennes sont là. Elles ne portent plus le nom du Front populaire ivoirien, mais il faudra des procédures particulières pour qu'elles portent désormais le nom de PPACI. Procédure administrative ou qu'est-ce que c'est? Non. La procédure administrative, c'est autre chose. On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Ouais. Mais il s'agit ici de la mise en place, si vous voulez, des structures du PPACI. Et nous sommes organisés selon nos textes décidés au Congrès en direction. La direction est connue, n'est-ce pas? Il y a un président, il y a le secrétariat général, il y a tout cela, il y a même des organes spécialisés désormais. Mais, vous savez, un parti politique, c'est surtout sa représentation de terrain qui fait, n'est-ce pas, son existence. Et nous avons des fédérations. À l'intérieur des fédérations, nous avons des sections. Les sections, c'est un encadrement qui a pour ressort souvent soit un quartier, soit des villages,
à l'intérieur desquels il y a des comités de base, n'est-ce pas, qui vont un peu plus en profondeur dans l'implantation. Et donc cette phase-là, c'est la phase à laquelle nous allons, n'est-ce pas, vers laquelle nous allons très bientôt. Vous allez arriver bientôt. Mais Toussaint, Alain, nous avons un débat ici à Live TV. Je voudrais que Toussaint, justement, qui portait, j'allais dire cet argument-là, vous permette de répondre là-dessus, sur la possibilité que vous avez, que ce soit vous-même ou le président Laurent Gbagbo, de diriger ce parti. Sur ça, Toussaint Alain. Oui, où est-ce que vous en êtes, puisque vous avez reçu la visite, il me semble, il y a quelques semaines, de responsable de la DST, dans le cadre de la procédure normale de déclaration de votre association. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Qui figure en tant que responsable principal de ce parti? Je vous réponds tout de suite. Oui. C'est le président Laurent Gbagbo qui est le président du PPACI. Il a été désigné au Congrès comme le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et c'est validé par les autorités, cela ne fait l'objet d'aucune ambiguïté. Je ne vois pas pourquoi il ne le validerait pas. Puisqu'on parlait d'une condamnation à 20 ans. Nous avons, conformément à nos textes qui régissent les associations et les partis politiques, nous avons, après le Congrès, n'est-ce pas, constitué les documents nécessaires que nous avons déposés, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur. Nous avons reçu des agents du ministère de l'Intérieur qui sont venus nous interroger, qui ont pris toutes les informations, n'est-ce pas, qu'ils avaient et qui sont partis avec. Donc, le processus est en cours. Voilà, il est en cours, nous attendons. Ok, je voulais revenir sur l'une des questions d'André concernant l'implantation du parti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire le nombre de militants ayant pris une carte du PPACI? Écoutez, je vais vous dire un peu comment les choses se passent. Déjà, pour le Congrès constitutif, nous avons fait un appel à souscription. Cet appel à souscription équivalait à une adhésion. Et il y a eu une déclaration qui avait été faite à l'époque par le président du Congrès, le ministre Dano Didier, qui a dit que nous avons près de 100 000 souscripteurs. Donc déjà, vous avez 100 000 adhérents. Considérez déjà que nous avons 100 000, n'est-ce pas, adhérents. Mais je vous ai dit que du 18 décembre au 10 février, nous avons envoyé des missions d'information et d'appel à adhésion. Et actuellement, au moment où nous parlons, dans presque tous les villages, dans tous les départements, et les militants s'inscrivent, n'est-ce pas, pour adhérer de façon formelle. Donc nous sommes dans cette phase. Alors, si vous permettez, je ne sais pas, à l'époque, il y a eu une petite polémique. Ah, ben, il y a un parti qui lui, a 200 000 adhérents, nous, on n'en a que 100 000. Mais enfin, en 2 mois d'existence, si nous avons 100 000, moi, je pense que les autres partis devraient s'inquiéter. C'est ma conviction. Parce que nous ne sommes même pas encore allés. Et que vous êtes déjà à 100 000. Vous avez de beaux résultats. Alors, juste, le jour de votre nomination, vous étiez avec l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo. Est-ce que vous l'avez revue depuis lors? Vous parlez? Écoutez, nous ne nous sommes pas revus, mais cela n'est pas exclu. Cela n'est pas exclu parce que, d'abord parce que c'est une camarade, n'est-ce pas, avec qui nous avons des relations, n'est-ce pas, de camaraderie depuis très longtemps, donc nous pouvons nous revoir. Mais le PPACI n'exclut rien. Vous savez, notre volonté au départ de la création du PPACI est de s'ouvrir à tous les Ivoiriens démocrates qui voudraient bien s'engager dans l'aventure politique, n'est-ce pas, ivoirienne et panafricaine, avec le président Laurent Gbagbo. Donc nous sommes ouverts. Et nous continuerons les débats avec les autres partis, avec même des personnalités, pour que, n'est-ce pas, le PPACI soit un cadre
qu'ils choisissent. Plusieurs personnalités de l'ex-FPI, supposées être proches du président Gbagbo, auraient rejoint Mme Simone Gbagbo, qui, selon nos informations, s'apprêterait à lancer un parti politique. Comment est-ce que vous accueillez ces informations, d'abord sur des défections supposées et sur ce projet politique? Mais vous dites bien des défections supposées. Je ne sais pas de qui vous parlez. Mais, M. Kofi Lazar, ancien ministre du président Gbagbo? Bon, c'est un choix. Par exemple? Oui, c'est un choix qu'il fait. Vous voyez, nous ne sommes pas opposés à ce que des anciens camarades fassent des options qui ne sont pas les nôtres. Nous cultivons la liberté, n'est-ce pas, d'opinion, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'anciens camarades du président qui l'ait quitté. Hein? Il suffit que, si vous avez l'occasion de venir à une de nos réunions, vous verrez que la plupart des anciens compagnons du président sont toujours avec nous. Sont toujours là. Alors, d'autres camarades, il faut qu'on en parle. L'un des plus illustres, je le dirais comme ça, c'est Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe autour de Charles Blé Goudé, qui n'arrive pas à rejoindre son pays? Je n'ai pas beaucoup entendu le PPACI là-dessus. Donc finalement, c'est quoi quel est le combat que vous menez en faveur de ce jeune compagnon de l'époque? Bon, aujourd'hui, je pense qu'il est des plus rares. Écoutez, il faut déplorer ce qui se passe autour du ministre Charles Blé Goudé. Le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo ont été déférés ou sinon transportés, déportés à La Haye pour y être jugés par le gouvernement ivoirien. Ils ont été acquittés à l'issue d'un procès que personne ne peut mettre en doute. Il revenait au gouvernement de Côte d'Ivoire qui les y a déportés, d'aller et de revenir avec ces personnalités qui ont été déclarées innocentes. Le gouvernement ivoirien n'a rien fait de cela. Et nous avons assisté, après l'acquittement de ces deux personnalités, à un jeu, n'est-ce pas, assez curieux, trouble du gouvernement, qui n'a rien fait, n'est-ce pas, pour leur retour. Si bien que le président Laurent Gbagbo a décidé de réclamer son passeport, de payer lui-même son billet d'avion et de rentrer dans son pays, ce qu'il a fait. Comment les frontières ont pu être ouvertes pour Laurent Gbagbo et pas pour Blé Goudé? Parce que c'est vrai, ça, c'est le fond de la question. Permettez que j'aille au bout de ce que je dis. Il se trouve qu'à ce moment-là, le ministre Charles Blé Goudé continuait d'espérer que la Côte d'Ivoire ferait son devoir. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il demande à rentrer, il demande son passeport, il veut rentrer chez lui. On lui fait des difficultés. Je crois que la première personne à cibler dans ce qui arrive à Blé Goudé, ce n'est pas le PPACI, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, c'est bien le gouvernement. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord sur cela. Deuxièmement, vous dites le PPACI, le président Laurent Gbagbo, ne semble pas s'intéresser au sort du ministre Blé Goudé, mais ce n'est pas vrai. Permettez-moi de dire que ce n'est pas exact. D'accord. Voyez-vous, le ministre Charles Blé Goudé a été ministre du président Laurent Gbagbo. Il a été accusé, n'est-ce pas, des mêmes crimes. Ils ont passé une dizaine d'années, n'est-ce pas, dans une situation que l'on a connue. Très bien. Alors, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il rencontre le président Ouattara le 27 juillet, il lui demande la libération des prisonniers. Il lui demande également, n'est-ce pas, d'agir pour le retour du ministre Blé Goudé.
à l'occasion du congrès constitutif du PPACI, une motion spéciale pour le retour de Charles Blé Goudé a été lue. Et récemment, je dirais même que c'est d'actualité, pour le dialogue politique qui s'ouvre. Oui. Comment peut-on penser que le dialogue politique va s'ouvrir, n'est-ce pas, et se poursuivre en l'absence d'un certain nombre d'acteurs, n'est-ce pas, qu'on peut considérer comme étant des acteurs principaux? C'est le cas de Guillaume Soro? C'est le cas, n'est-ce pas, du ministre Charles Blé Goudé, c'est le cas de Guillaume Soro. Nous avons demandé au PPACI, nous avons demandé que ces deux personnalités, n'est-ce pas, reviennent et participent même aux discussions qui ont été ouvertes par le gouvernement. Alors justement, on ne peut pas nous accuser, n'est-ce pas, de nous désintéresser du sort. L'intérêt de la question, c'est que vous avez pu nous éclairer sur tout ce qui a été fait, et notamment la demande du président Laurent Gbagbo au président Alassane Ouattara pour le retour de Blé Goudé. Donc ça, alors justement, vous évoquez à l'instant le dialogue politique. Oui. Au nombre du chapelet de revendications déposées par l'opposition figure l'annulation d'une ordonnance prise le 14 avril 2011 par le président Ouattara, annulant tous les actes posés par le président Gbagbo juste après les élections. Tout à l'heure, vous disiez le ministre Charles Blé Goudé a été nommé par Laurent Gbagbo. Comment, d'abord, quelle est votre position sur cette affaire et pensez-vous pouvoir parvenir à un accord avec le chef de l'État et son gouvernement? Bon, écoutez, nous nous réjouissons de ce que le président Alassane Ouattara, à travers le Premier ministre Patrick Achi, ait décidé d'ouvrir ce qu'il appelle la 5e phase du dialogue politique. Nous sommes preneurs, n'est-ce pas, de ce dialogue, et nous sommes partie prenante, n'est-ce pas, à ce dialogue, que nous espérons, n'est-ce pas, être un processus franc, ouvert, qui conduise la Côte d'Ivoire vers je dirais, l'oubli de tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, de 2002 jusqu'à 2011 et même au-delà. Et voyez-vous, nous pensons que cette ouverture qui est faite est une chance pour notre pays. Il ne s'agit pas de favoriser telle chapelle politique ou telle autre. Il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Allons-nous continuer dans cette atmosphère de division des Ivoiriens? Une division qui n'est pas favorable à un travail d'union pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Est-ce qu'au bout de ces 2-3 séances-là, vous avez des craintes par rapport à la façon dont se déroule ce rendez-vous-là, ce dialogue politique? Nous avons toujours des craintes, parce que nous avons l'historique des phases passées, n'est-ce pas? Mais nous espérons que cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout. Monsieur, ma question... Il s'agit, oui, il s'agit, n'est-ce pas, de réfléchir ensemble sur l'origine, les causes de ces crises à répétition que connaît notre pays. Alors, allez-y. Oui. Et quelles sont les causes? De les identifier et d'y trouver des solutions durables. Il s'agit aussi, et je crois que c'est à cela que les différentes parties, n'est-ce pas, sont convenues, de travailler à des mesures d'apaisement. Et dans les mesures d'apaisement, on peut justement parler de l'ordonnance. De cette ordonnance-là. Mais Pourquoi? globalement, profitez-en pour nous parler aussi de vos recommandations par rapport à ça. Quelles sont, vous, ce que vous avez préconisé au-delà de l'ordonnance? Qu'est-ce que vous avez préconisé? Oui, je vais d'abord parler de l'ordonnance, si vous permettez. Et vous avez dit, oui, le président Gbagbo a pris des décisions et cette ordonnance les a remises en cause. Mais un État, n'est-ce pas, n'existe que par la continuité
de sa gestion, de la continuité du pouvoir, la continuité de l'État. Mais il se trouve que justement... On ne peut pas tirer une croix sur ceux qui, pendant ce laps de temps, ont fait vivre la Côte d'Ivoire, ont géré la Côte d'Ivoire, ont permis à la Côte d'Ivoire de ne pas sombrer, n'est-ce pas, dans un précipice. Et les fonctionnaires, les responsables qui ont été désignés, ils n'ont pas été désignés pour travailler pour un individu, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Comment peut-on venir et effacer cela? Qu'est-ce que cela coûterait à la Côte d'Ivoire de reconnaître le travail qui a été fait? Et c'est pour cela que nous considérons que, par exemple, la remise, l'annulation de cette ordonnance serait une mesure d'apaisement. Tout comme la réintégration de certains fonctionnaires et agents de l'État qui ont été radiés. La réintégration de certains fonctionnaires, je pense que ça va de soi. Moi, je vous donne un exemple. Oui. J'étais ministre de la fonction publique lorsque, n'est-ce pas, nous avons fait face à l'agression, n'est-ce pas, rebelle et à la situation que nous avons connue, n'est-ce pas, de crise de 2002, n'est-ce pas, jusqu'à 2010-2011. Mais il y avait des fonctionnaires ivoiriens qui travaillaient au nord. Pour ces fonctionnaires ivoiriens qui travaillent au nord, je prends le cas des enseignants. Mais ces enseignants, ils enseignent à qui? À nos enfants. S'ils quittent le nord ou s'ils ne sont pas payés, qui est perdant? C'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement ses enfants, ce n'est pas seulement leur famille. Et le président Gbagbo, à l'époque, a décidé, OK, ils sont au nord, ils travaillent, s'ils travaillent, nous les payons. Mais l'exemple, il est bon, mais une chose est sûre, c'est que beaucoup ont été réintégrés. Vous trouvez qu'on ne va pas assez loin, où il faut, parce que c'est ça, cette ordonnance-là devait être levée pour permettre d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire par rapport à cette période-là. Bien sûr, c'est ce que nous voulons. Mais vous voyez, beaucoup ont été réintégrés. Le dialogue politique qui est engagé, c'est pour que nous puissions effacer les séquelles de cette crise inutile et longue que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Mais sur ça, une minute, permettez-moi de vous arrêter. En fait, on a le sentiment quand même, certains Ivoiriens, que les hommes politiques se retrouvent un peu dans l'antichambre et ils décident d'effacer tranquillement un certain nombre de choses qu'ils auraient commis, etc. Est-ce que ça, c'est pas moralement un peu gênant? Parce que je ne suis pas sûr que Kwasi Yao, qui est à Saint-Fra, qui lui a volé un poulet, facilement, comme ça, on efface ce qu'il a fait. Parce que vous avez aussi des responsabilités. Peut-être que, est-ce que la méthode est la bonne, finalement, de s'asseoir chaque fois et d'effacer ce que vous avez fait? Non, non. Il faut qu'on se comprenne très bien. Lorsque je dis effacer les séquelles de la crise ou des différentes crises qui sont survenues, il ne s'agit pas de les effacer pour les effacer. Voyez-vous, notre philosophie du dialogue, notre philosophie de la réconciliation est une réconciliation qui doit se faire dans la vérité. D'accord. Si vous voulez que demain, nous ne retombions pas dans ce qui nous a conduit à ces crises-là, il faut que la vérité soit dite, n'est-ce pas? Et que des résolutions partent de la vérité. Mais si nous fermons les yeux pour juste contenter quelques personnes, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand je dis, par exemple, effacer les séquelles de la crise, c'est ce que dit le président Laurent Gbagbo tout le temps. Nous avons des prisonniers militaires. Ils sont en prison à cause de la crise. Et ils sont toujours en prison. On a même, j'ai même appris qu'il y en a un dont le temps de prison, n'est-ce pas, est achevé. Il est toujours en prison. Alors, à quel moment nous finissons avec cette crise pour regarder de l'avant, n'est-ce pas, au niveau de la Côte d'Ivoire? C'est de cela qu'il s'agit. Mais cela se fera dans la vérité, dans la discussion. Et la justice, peut-être? Et la justice, si elle doit agir, elle agit. Alors, donc, vous êtes peut-être en accord avec le procureur de la République qui, le 27 décembre dernier, a produit une déclaration qui a été unanimement condamnée par l'opposition. Alors, exigence de justice, de vérité, et en même temps, arrangement politique, on ne comprend pas grand-chose non plus. Non, ce sont des choses qui ne sont pas comparables. Ah. Pourquoi? Le gouvernement annonce un dialogue politique. Très bien.
Au moment où s'ouvre le dialogue, nous voyons venir le procureur qui sort, n'est-ce pas, une litanie de griefs, Oui. n'est-ce pas, contre un certain nombre de responsables politiques. Mais est-ce qu'au fond, il y a un lien? La justice a son agenda et les politiques ont leur agenda. Mais c'est à nous de voir. C'est à nous de voir. Si nous dialoguons, c'est que nous pensons que ce qu'il y a à régler, n'est-ce pas, est important pour l'avenir de la nation. Nous ne disons pas non. Est-ce que nous nous sommes opposés aux poursuites engagées par le procureur de la République depuis les événements, n'est-ce pas, de l'élection d'octobre 2020? Non. C'est parce qu'on annonce un dialogue et on annonce en même temps des poursuites contre les personnalités qui même doivent crédibiliser le dialogue qui doit s'engager. Très bien. C'est quand même c'est paradoxal. Pour vous, cela peut contribuer voilà. un peu à apporter un peu plus de sérénité au Et débat. attention, je vais même ajouter, n'est-ce pas, et dans la litanie des personnes qui sont censées être les auteurs d'un certain nombre de crimes, eh bien c'est toujours l'opposition. L'opposition, par rapport à l'élection, n'est-ce pas, d'octobre 2020, a appelé à manifester. D'accord. Les manifestations sont autorisées par notre Constitution. Mais nous sommes tous témoins. Nous sommes tous témoins de nos forces de police. Derrière, on appelle ça les baka, hein, un baka vert, Le fameux camion vert. dans lequel se trouvent des personnes non identifiées, Mais voilà, c'est mais ce qu'il faut dire. On ne qui peut pas présager. qui sont allés commettre des exactions. Oui. Et ça s'est passé comme cela un peu partout Très bien. sur le territoire ivoirien. C'est-à-dire des manifestations sont l'objet d'agressions. Il y a même des morts. Non. Des morts, n'est-ce Sur pas? ça, permettez-moi de et vous- sur cela, on s'appesantit Non, mais- sur ceux qui ont appelé Monsieur le les Président, manifestations. sur ça quand même, il faut qu'on ait un accord. Quand un parti politique ou un groupement de partis politiques appelle à ce qu'ils ont appelé la désobéissance civile, qu'on soit d'accord ou pas, et qu'on demande à des militants d'empêcher d'autres de circuler sur le territoire, mais c'est des voies de fait. C'est tout à Oui, fait c'est clair, des parce que ça n'a voies- rien c'est à des voir voies de avec... fait, je suis vous êtes d'accord avec juriste. vous, c'est des voies de fait, mais ils n'ont pas appelé à tuer. Et ceux qui les ont tués, qui les a mandatés? C'est cela. Mais c'est c'est- justement c'est le ça rôle que de la l'enquête. justice va essayer d'établir. La justice. non, mettons-nous d'accord. L'enquête du procureur les- vise justement à savoir cela. Oui, nous n'empêchons pas le procureur de faire son enquête. Mais celui qui a découpé, qui a coupé la Qui a tête décapité. à un, qui a décapité, Tous un coffee. n'est-ce pas? À Daoukro. Voilà. Il y a 11 personnes qui sont justement en il prison. par rapport à ça. aurait... Non. Mais c'est ce que dit le procureur. Le procureur l'a dit, je ne le conteste pas. Mais ce que je dis, moi, un cas comme celui-là devrait être un cas sur lequel se focalise notre justice pour faire exemple. Mais c'est le travail Parce du procureur, justement, non, dans le cadre si de cette on enquête. pense, si on considère qu'appeler à une manifestation est quelque chose d'illégal, il y a un comportement qui est adopté. Mais si on considère que manifester, n'est-ce pas, est permis par la Constitution, il y a un autre comportement qu'on adopte. Celui-là, c'est l'encadrement, n'est-ce pas, des manifestants. Très bien. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Mais- On a vu des gens contre les manifestants. Et ça, le procureur ne dit rien. Très bien, ça on a compris votre point de vue là-dessus. Une chose est certaine, il est question pour le PPACI, à travers son président exécutif, de donner donc sa part de vérité sur comment aujourd'hui la Côte d'Ivoire est gérée. Et nous ouvrons pour cela, vous le savez, d'ici quelques minutes, nous ouvrons notre page pour que le public puisse poser des questions au président du PPACI qui est avec nous. Donc durant cette séquence, beaucoup de choses ont été dites. Nous reviendrons dans un instant, juste après la pause. Vous êtes de retour, du moins nous sommes de retour sur le plateau
de Live TV. L'émission, vous le savez, c'est Face à la Côte d'Ivoire. Live TV continue d'impacter positivement la vie politique de notre pays en offrant son espace pour nos acteurs politiques les plus importants, leur permettre justement de parler face à face avec la Côte d'Ivoire, avec le pays. Nous sommes toujours avec le président du exécutif du PPACI. Et président, durant cette émission, c'est l'une de nos marques, nous permettons au public d'intervenir, d'interagir avec vous. Donc de deux façons, le public pourra le faire à travers donc, nos amis qui sont dans cette salle ou à partir d'Internet. Donc annonçons maintenant l'instant public. Mais avant, on va permettre quand même à Alain Toussaint qui bouillonne depuis, il ne veut pas laisser la parole au public avant, donc on va lui permettre de parler. Merci André. Président Hubert Oulaye, hier en Conseil des ministres, le président de la République, devant les membres du gouvernement, a pointé un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion des entreprises publiques ou entreprises à participation étatique, parlant de mauvaise gestion et promettant même de sanctionner non plus seulement les DG coupables de détournement ou de mauvaise gestion, mais aussi les conseils d'administration et leurs présidents, ainsi que des ministres de tutelle. Comment vous réagissez à ce qui est présenté par le gouvernement comme un effort de bonne gouvernance? Je crois qu'il faut saluer cette avancée qui aurait dû avoir lieu il y a déjà au moins plusieurs années, n'est-ce pas? On ne peut que se féliciter de cela. Il y a eu le limogeage d'un certain nombre de DG, directeurs généraux, n'est-ce pas, dont même, je ne sais pas hein, si mes chiffres sont exacts, oui. Il y en a même un qui aurait été auteur de détournement de près de 100 milliards. Oui, tout à fait. C'est quelque chose, bon, si c'est avéré, oui. Moi je crois qu'il faut saluer, n'est-ce pas, cette décision du gouvernement, mais il faut surtout, n'est-ce pas, que cela ne reste pas lettre morte. Il ne faut pas que ce soit juste, n'est-ce pas, pour charmer les Ivoiriens. D'accord. Comment est-ce que vous expliquez justement cette légèreté à jouer avec l'argent public? Est-ce un manque de patriotisme ou carrément de l'incompétence notoire de personnes qui sont nommées alors qu'elles ne le méritent pas? Non, moi je ne crois pas que ce soit l'incompétence. Je crois que c'est la moralité. C'est la moralité. Et cela touche aussi, n'est-ce pas, au recrutement de ces personnes. Vous savez, nous avons crié ici contre ce qu'on a appelé le rattrapage ethnique, qui a fait que des dirigeants ont été nommés sur des bases non pas de compétences, mais simplement régionalistes ou tribalistes. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Et c'est la conséquence, n'est-ce pas, de cette forme, si vous voulez, de gestion des affaires de l'État qui nous conduit justement à ces... Le rattrapage ethnique, c'est aussi un peu comme les nominations politiques de militants, comme vous l'avez fait également par le passé. Oui, mais dans tous les pays du monde, il y a des nominations militantes. Mais vous savez que nous, pour ce qui concerne la gestion des entreprises publiques, vous avez fait les appels d'offres. Nous avons fait des appels à candidature. Le gouvernement vient de le faire. On est même heureux de voir que le gouvernement en vient à cela aujourd'hui. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Très bien. Qu'on prime la compétence. On va permettre au public qui est ici présent dans cet amphithéâtre de réagir. Nous avons un confrère qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Franck Etienne. Ouais, bonjour Franck Etienne et bonjour André. De poser des questions. Alors, je suis Franck Etienne. Je voulais poser deux questions, mais la première, juste pour permettre au professeur de préciser un peu sa pensée, parce que j'ai entendu quelques phrases qui ont fait tilt dans ma tête. Alors, la première, il a dit concernant le Mali, enfin concernant les crises à répétition dans la sous-région, qu'il y avait manifestement il y a un manque de volonté réelle de combattre donc, le djihadisme. J'ai bien envie de lui demander manque de volonté de la part de qui, mais dans son développement, il a fini par dire que nous devons nous mettre ensemble. Je vais dire les différents États donc de la sous-région. Alors,
la solution donc du PPACI serait par exemple, est-ce que ce serait par exemple que on en vienne au débat par exemple sur la double nationalité, sur l'effacement des frontières, vraiment pour nous permettre de véritablement arriver à cette CEDEAO des peuples comme beaucoup l'envisagent. Donc, c'est pour lui permettre c'est la donc, de première question. préciser cela. Et puis, quelque part, il a dit aussi que il ne faut pas condamner la junte, certainement en parlant donc des sanctions de la CEDEAO. En même temps, le communiqué donc, du PPACI soutenait les peuples du Mali. Le peuple du Mali. Donc, quand on dit en même temps sur un plateau qu'il ne faut pas condamner la junte, et puis soutenir le peuple, ça peut. Je pense que le professeur devrait pouvoir mieux préciser son idée pour En ne gros, pas qu'on ait besoin de plus l'impression. d'éclaircissements Voilà, sur ces pour ne deux pas qu'on ait questions. l'impression que c'est le PPACI qui soutient donc la junte. Ok. Alors, la deuxième question. Oui, c'était juste Cette la question, première. c'était pour des précisions. bon, rapidement, alors. Alors, la deuxième Rapidement. question, elle est relative donc au dialogue politique. Le professeur a dit, il s'est interrogé, comment peut-on penser que le dialogue politique s'ouvre et se poursuive sans certains acteurs qui sont encore à l'extérieur? Est-ce que ce serait un motif suffisant de blocage dans le dialogue qui s'ouvre? Très bien. Donc une première question, enfin je ne sais pas si vous avez bien compris, et puis bon, la deuxième question beaucoup plus claire. Oui. Ce que j'ai compris de la première question, est-ce que la solution pour les pays africains, n'est-ce pas, la solution du terrorisme Oui. pour les pays africains serait, par exemple, d'effacer les frontières? Oui. Écoutez, pour des panafricanistes, on souhaiterait, n'est-ce pas, que plus tard, n'est-ce pas, nous puissions y arriver après une préparation nécessaire, n'est-ce pas, de ce brassage. Mais pour l'heure, ce n'est pas nécessaire. Les gouvernements qui sont tous sujets, n'est-ce pas, à ces attaques terroristes, devraient comprendre qu'il est de leur intérêt de mettre ensemble leurs moyens, leurs intelligences et de travailler pour combattre le terrorisme. Mais c'est à peu près ce qui se passe, non, Monsieur le Président? Oui. Parce que la MINUSMA, c'est Oui. l'ONU, Oui. les Nations Unies. Oui. Donc, dans La la question- MINUSMA, il y a les Ivoiriens, etc. Donc, La question, c'est pourquoi, malgré la présence de la MINUSMA, Oui. pourquoi, malgré la présence de la force Barkhane, pourquoi, malgré, n'est-ce pas, l'existence de des forces armées maliennes, on ne parvient pas, n'est-ce pas, À éradiquer. à éradiquer, n'est-ce pas, le terrorisme. Là se trouve la question. Là se trouve la question. Ce n'est pas parce qu'on va mettre un gouvernement civil que la question sera résolue. Mais un gouvernement militaire non N'est-ce plus. pas? Un gouvernement militaire, je n'en sais rien, mais je veux dire par là que lorsque d'abord, je n'ai pas soutenu, ce n'est pas la junte militaire que nous soutenons. Nous soutenons le peuple malien. Mais la ligne est tenue. Tout comme le peuple ivoirien a souffert en 2010-2011, le peuple malien va souffrir de ces sanctions excessives, n'est-ce pas? Nous ne condamnons pas le fait que la CEDEAO puisse prendre des sanctions. Mais quand elles sont excessives, nous sommes amenés à réagir parce que les vraies victimes, ce n'est pas la junte, ce sont les populations du Mali. Très bien. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc nous ne soutenons pas les coups d'État. Nous ne soutenons pas la junte en tant que pouvoir. Mais nous disons, lorsque la junte dit « nous avons besoin de 5 ans », mais je crois qu'il faut s'asseoir pour dire « mais pourquoi vous voulez 5 ans ?» Ils mettent en avant deux choses, n'est-ce pas? La lutte contre le terrorisme. La lutte vraie contre le terrorisme, c'est ce que j'ai entendu. Parce qu'il semble, et je crois que le peuple malien, depuis un certain temps, se pose la question de savoir s'il y a une réelle volonté de ceux qui disent qu'ils viennent soutenir le Mali dans sa lutte contre le terrorisme, s'il y a une réelle volonté
d'ébranler, n'est-ce pas, le terrorisme au Mali, ou plutôt, s'il y a d'autres objectifs qui sont recherchés à travers la situation sécuritaire et branlante du Mali. Vous voyez, il y a cela. Mais lié à la question de l'inefficacité de l'action qui est menée jusqu'à présent, le Mali le lie également au niveau de corruption qui atteint les gouvernements qu'ils ont mis de côté, si vous voulez, si on peut parler ainsi. Le niveau de corruption est tel que les moyens reçus pour lutter contre le terrorisme sont détournés par des individus, encouragés par un certain nombre, n'est-ce pas, d'États. Et c'est cela, n'est-ce pas, l'un des gros problèmes, n'est-ce pas, du Mali. OK. Alors, sur la seconde question. Alors, sur la seconde question qui portait sur... Vous avez dit que comment peut-on penser que le dialogue s'ouvre et se poursuive sans certains acteurs qui sont à l'extérieur? Alors, je vous demande, est-ce que c'est un motif de blocage? Est-ce que vous pouvez arrêter la discussion par rapport à cela? Vous voyez, moi je vous dis simplement, dans nos discussions de préparation de ce dialogue, nous avons considéré certaines mesures que le gouvernement devrait prendre comme étant des mesures d'apaisement de l'environnement, n'est-ce pas? Et au nombre de ces mesures, il y a l'ordonnance dont on parlait tout à l'heure, il y a la libération des prisonniers, il y a le retour, n'est-ce pas, de ces deux personnalités politiques que sont Charles Blé Goudé et Soro Guillaume, qui ont été des acteurs de la crise pour laquelle les Ivoiriens veulent s'asseoir pour régler la situation. Alors, si le gouvernement qui, à la matière, doit prendre une décision, ne venait pas à accéder à cette demande, qui est une demande d'apaisement, et préfère, n'est-ce pas, attaquer les autres points qui concernent, par exemple, le cadre des élections, les problèmes liés à la réconciliation, moi, personnellement, je ne les considérerai pas comme un point de blocage. Donc, vous continuerez à discuter? Pour moi, nous continuerons de discuter parce que ce ne sont pas les seuls problèmes de la Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Très bien. Nous sommes toujours sur le canal 6 de la TNT et le canal 206 sur Canal+. Restez avec nous. Nous marquons encore une pause pour des impératifs de réclame et nous vous retrouvons pour la suite de notre émission. L'émission qui vous accueille en ce jeudi soir, c'est bien sûr Face à la Côte d'Ivoire, émission politique au cours de laquelle nous recevons des personnalités. Aujourd'hui, nous sommes avec le député de Guiglo, président exécutif du parti nouvellement créé de Laurent Gbagbo, parti, il a annoncé ici même, qui étend son implantation à travers la Côte d'Ivoire, parti qui réagit face à l'actualité de notre sous-région, parti qui a beaucoup de choses à dire, il y a encore beaucoup de questions à lui poser. Nous repartons pour un tour, d'abord avec Toussaint Alam, parce que nous sommes dans Instant Public, nous repartirons ensuite avec le public. Alors, Monsieur le Président du PPAC, tout à l'heure vous parliez de sujets de nature à décrisper le dialogue politique. Est-ce qu'au nombre de ces sujets, vous mettez la question des émoluments dus au président Gbagbo, les droits du président en tant qu'ex-président? Est-ce que cette question a été résolue? Fait-elle l'objet d'une discussion avec le gouvernement? Où en sont les discussions? Écoutez, vous posez une question sur le traitement réservé au président Laurent Gbagbo selon la loi sur le statut des anciens présidents de la République. Il y a effectivement des petits problèmes, n'est-ce pas, autour de ce traitement-là, notamment les comptes du président qui seraient encore gelés. Bien, écoutez, tout ceci, pour nous, fait partie des mesures d'apaisement qu'il faudrait prendre
je crois qu'il faut que l'on comprenne bien que certains avaient pensé que le président Laurent Gbagbo, acquitté, de retour, s'engagerait dans une voie de vengeance de ceci ou de cela. Et à son arrivée, il a dit clairement que son regard n'est pas tourné vers le passé, mais vers l'avenir. Très bien. Et donc, il est plutôt porté vers ce qui peut réunir les Ivoiriens et tout ce qui peut déclencher un climat propice à la discussion, il est pour cela. Très bien. Il est pour cela. Alors, que je m'arrête là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui d'acquis en tant que ancien président de la République et qu'est-ce qu'il n'a pas? Vous avez parlé donc de ses comptes, de ses avoirs là qu'il n'a pas, ça, la rétroactivité. On sait qu'il a qu'aujourd'hui, il reçoit aujourd'hui tout ce qu'il faut pour un ancien président de la République? Non, je ne pense pas pouvoir vous porter, n'est-ce pas, d'informations à ce niveau. Vous comprenez bien qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'affaires privées, même s'il s'agit du président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas toutes les informations, n'est-ce pas? Et même si je les avais, vous comprenez que c'est à lui-même qui revient, n'est-ce pas, de le dire. Est-ce que vous pourriez nous dire au moins comment il va? Puisque nous avions appris il y a Non, il va très bien. Le président Laurent Gbagbo se porte comme un charme. Et même là, il s'apprête, n'est-ce pas, à effectuer des tournées, un voyage pour recevoir nos jeunes et nos femmes dans quelques jours, n'est-ce pas, chez lui. Alors, sur son combat politique quand même, sur son combat politique, est-ce qu'on le retrouvera encore là, dans pas longtemps, sur le terrain, les meetings, les campagnes? C'est quelque chose qui est envisageable très rapidement. Et puis son agenda aussi par rapport aux futures élections qui arrivent. Écoutez, soyons patients. Soyons patients. Le président... Un petit scoop. Oui, non, mais le président a dit, n'est-ce pas, et il a dit devant tout le Congrès constitutif réuni qu'on voulait qu'il prenne sa retraite politique, n'est-ce pas? Il a décidé de continuer. Il en décidera, n'est-ce pas, lui-même, quand le moment viendrait. Il se place dans une posture où, justement, il y pense assez souvent, mais pour l'heure, n'est-ce pas, il est dans la politique, il l'a fait. Si un jour la nécessité d'un meeting se présentait, je crois qu'il s'y prêterait, comme à l'accoutumée. Alors soyons sans filtre et sans cache. Est-ce que pour 2025, c'est votre champion? Mais bien sûr. Notre champion pour 2025, c'est le président Laurent Gbagbo. Très bien. C'est lui que nous voulons, c'est lui que les Ivoiriens veulent, et c'est lui qui, normalement, a une vision, n'est-ce pas, qu'il a développée, qui a été interrompue et qu'il compte bien, n'est-ce pas, mener jusqu'à son terme. Merci. Très bien. Ça, vous l'avez dit, on l'a compris. On va permettre à un internaute de vous poser une question. Tout sera là, voilà. Ça, c'est Oyua Jules. Le président Gbagbo a été retiré de la liste électorale. Quelle est la situation actuelle? Je veux savoir notre compatriote. Le retrait suite à une condamnation, entre guillemets, pour le braquage de la BCEAO. C'était en tout cas le motif invoqué par le Conseil constitutionnel. Quand il dit quelle est la situation actuelle, est-ce qu'il s'agit de savoir s'il a été réintégré à la liste? Ou bien, est-ce que les démarches dans ce sens ont été plus ou moins engagées vu qu'il se prépare à être candidat? Mais qu'il soit sur la liste. Pour l'heure, la situation demeure, n'est-ce pas? Mais nous pensons que d'ici la prochaine échéance présidentielle, eh bien, cette question sera réglée. Mais pourquoi, par exemple, pourquoi y a-t-il un dialogue si un certain nombre de questions clés ne sont pas débattues? Vous savez, vous connaissez notre position sur la condamnation du président Laurent Gbagbo, qui n'aurait pas dû être, pour plusieurs raisons. Je vous en citerai seulement deux, n'est-ce pas? D'abord, le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République,
ne peut pas être jugé par un tribunal de droit commun, n'est-ce pas? Or, c'est ce qui a été fait. Mais en même temps, il ne siège pas au Conseil constitutionnel. Pourquoi ne le fait-il pas? Parce que les droits de l'ancien président sont pleins. Pourquoi faire le tri? C'est une faculté qui est laissée aux anciens présidents. Ils ne sont pas obligés. Hein, ils ne sont pas obligés. Mais je crois que le concernant, il n'a pas l'intention de siéger au Conseil constitutionnel. Ça, je peux vous le dire. Et donc, ça, ce sera fait. Très bien. Voilà. On va permettre à un autre de nos spectateurs ici rapidement de poser une question. Allez-y. Oui, bonsoir Monsieur le Président, je suis Valentin Zawi, sociologue citoyen ivoirien. J'ai deux petites préoccupations. La première, c'est d'avoir votre appréciation et la seconde, c'est une explication. En début d'émission, vous avez clairement, publiquement condamné le coup d'État et les coups d'État par principe, et j'en suis très heureux. J'observe qu'à l'issue de ces derniers coups d'État, il y a certains, pour peu qu'on ouvre les yeux, qu'on tende l'oreille, il y a certains de nos compatriotes qui plutôt applaudissent les coups d'État, en font même l'apologie, et même souhaitent même qu'on ait aussi ça chez nous. Donc j'aimerais avoir votre appréciation en tant qu'homme politique par rapport à cet état de fait-là. Mon dernier point, c'est... Alors, j'ai appris la sociologie à l'université il y a 25 ans. 25 ans en arrière, on m'a dit que souverainisme et panafricanisme, c'était par définition deux notions antinomiques, parce que le professeur Sylla Lansine-Feu m'a appris. Et j'ai une fois essayé un débat sur les réseaux sociaux de comprendre. De vos militants ou sympathisants, j'ai reçu des injures. Comme je vous sais très modéré, très mesuré et un homme de courtoisie, je me permets de poser la question pour comprendre comment est-ce qu'on peut être en même temps souverainiste et panafricaniste. En d'autres termes, cette orientation politique du PPACI, est-ce qu'on peut avoir une explication un peu plus approfondie? Merci, Monsieur le Président. Oui. La première question, c'était... Sur l'apologie au point même que certains de nos compatriotes espèrent que ça arrive chez nous. Oui. Non, écoutez, moi, je suis anti-coup d'État. Je suis dans un parti de gauche qui a toujours prôné l'accession au pouvoir par la voie des urnes, par la voie démocratique. Et j'y suis et j'y reste. Les coups d'État, voyez-vous, c'est comme si on voulait que la société soit gouvernée par le plus fort. C'est cela. Mais le plus fort, c'est celui qui aujourd'hui, n'est-ce pas, détient, n'est-ce pas, des armes. Un autre viendra demain, ce sera des armes. Or, je ne crois pas que ce soit là la meilleure manière de mener, n'est-ce pas, les peuples au bien-être que nous sommes supposés, en prenant le pouvoir, leur apporter. Les coups d'État, je les condamne. Je ne suis pas pour les coups d'État, ni ailleurs, ni en Côte d'Ivoire, et personne au PPACI ne soutient cette position-là. Voilà. Très bien. Maintenant... concernant le souverainisme et le panafricanisme. Alors, si vous voulez, le souverainisme, tous les États au monde clament leur souveraineté, n'est-ce pas? La souveraineté, c'est l'indépendance, tout simplement. C'est la possibilité pour un pouvoir démocratiquement élu de décider dans son ressort territorial de ce qui est le meilleur pour le peuple qu'il gouverne. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, que en Côte d'Ivoire, ce soit par exemple le Brésil qui nous dicte ce que nous devrions décider pour notre bien, que ce soit la France ou les États-Unis, n'est-ce pas, qui nous dictent ce qui est le meilleur pour notre peuple. Vous êtes bien d'accord avec moi que vous savez mieux ce qui, n'est-ce pas, vous convient que quelqu'un qui se trouve aux États-Unis. C'est cela. Et le souverainisme, c'est la défense de ce droit-là qu'a tout peuple de décider, n'est-ce pas, de lui-même et pour lui-même. C'est ça le souverainisme. Le panafricanisme, c'est tout à fait autre chose. Le panafricanisme, c'est l'ouverture vers les autres peuples africains pour que dans la solidarité, n'est-ce pas, nous puissions ensemble aller vers le développement économique,
aller vers justement le renforcement, n'est-ce pas, de nos États. C'est par le panafricanisme que dans les années 1960, nous avons réussi à obtenir nos indépendances, même si elles sont nominales. Vous voyez, c'est cette unité des peuples africains auquel c'est, n'est-ce pas, renforcé, n'est-ce pas, par d'autres pays, notamment dans le cadre des pays non alignés, qui ont soutenu ce panafricanisme, que la plupart de nos États sont devenus indépendants. Alors aujourd'hui, ce que nous disons, et on termine là-dessus. Oui, le panafricanisme n'exclut pas ce que disait tout à l'heure quelqu'un, est-ce qu'on peut effacer les frontières? Mais il faut que cela parte de la volonté même des peuples africains, n'est-ce pas? Vous avez vu dans le passé, le Sénégal et le Mali constituaient un seul pays. Tout ceci est possible. Donc le panafricanisme ne s'oppose pas au souverainisme. Voilà qui est clair. Monsieur le Président exécutif du PPACI, nous avons passé une heure et des poussières et je souhaiterais vraiment, au sortir de cette discussion avec Toussaint Alain et le public, que vous nous donniez un peu votre mot de fin, comment vous voyez aujourd'hui vous projetez dans l'avenir avec votre parti et bien sûr avec la Côte d'Ivoire. Merci. La première chose que je dirais, c'est mon souhait. Le souhait du PPACI de voir la réconciliation devenir en Côte d'Ivoire une réalité. Et le dialogue qui a été engagé avec un certain nombre d'éléments qui font douter, n'est-ce pas, de ce que ce dialogue pourrait aller jusqu'au bout, je voudrais souhaiter, et cela pour les Ivoiriens, pour le bonheur des Ivoiriens, n'est-ce pas, pour lequel le PPACI, n'est-ce pas, a été constitué, que ce dialogue aille jusqu'au bout. Très bien. Maintenant, évidemment, nous sommes dans un univers de politique concurrentielle. Je souhaite que le PPACI, qui a aujourd'hui 100 jours, puisse, dans les 100 autres jours à venir, n'est-ce pas, démontrer qu'il est un parti, n'est-ce pas, jeune, mais mature, n'est-ce pas, un parti jeune, mais vigoureux, à travers ses instances et à travers ses structures de base, mais surtout à travers les adhésions que nous espérons nombreuses, qui viendront pour renforcer, n'est-ce pas, notre action. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de vous être montré disponible pour nous permettre de comprendre l'ensemble de vos actions. Tout ça, Alain, merci. Merci. À travers vos questions, d'avoir permis au Président exécutif du PPACI de s'exprimer. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous remercie d'être restés fidèles à votre chaîne préférée, la télévision sans filtre. Vous qui êtes venus ici aussi, merci. Cette émission va revenir pour parler d'un autre courant politique sans doute, d'une autre de ces actions-là qui montrent que les politiques sont tous les jours en train de travailler et penser au bien-être de la population. C'est le moins que nous puissions leur demander. Merci à vous, bonne suite de programme sur Live TV et à très bientôt.